Je voudrais dire déjà qu'il y a eu tout un processus électoral qui a été lancé il y a plus de 2 ans. Nous avons une nouvelle loi électorale qui est une coproduction majorité-opposition. Nous avons un fichier électoral qui a été audité à la demande de l'opposition par un organisme dont l'indépendance et l'impartialité n'est pas contestable. Il s'agit de l'OIF qui est venu pendant plusieurs mois auditer le fichier et dont la conclusion a été que le fichier est bon et qu'il ne dispose pas de doublons, de choses qui pourraient atténuer la crédibilité du scrutin. Troisième étape, nous avons fait fabriquer des cartes d'électeurs sur la base de ce fichier audité et donc consensuel, cartes d'électeurs qui sont actuellement en cours de distribution avec un taux de retrait qui a dépassé les 70% à la date où je vous parle. Donc tout ça sont des éléments qui participent à créer la confiance et à assurer la transparence et la crédibilité du scrutin. Donc le plus important, c'est que les cartes qui vont nous permettre de voter ont été éditées sur la base d'un fichier consensuel, donc accepté de tous. Ce qu'a voulu dire l'opposition, c'est que sur le site de la délégation générale aux élections, il est permis à tout citoyen de pouvoir consulter afin de savoir où est son bureau de vote et comment il doit s'organiser pour aller voter. Il se trouve qu'il a été constaté qu'il y avait des doublons. Donc nous avons contacté l'entreprise qui s'en est chargée et qui nous a indiqué que c'était simplement un bug informatique. Il n'y a qu'un seul fichier, le fichier audité et consensuel, et ces bugs-là ont été identifiés, ils ont été corrigés. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune dichotomie entre le fichier validé, accepté par tous, et le fichier qui est actuellement sur le site de la DGSE. Je voudrais ajouter que, vous savez, lorsque nous sommes en campagne les uns et les autres depuis 15 jours, lorsque certains constatent que leur campagne ne prend pas, ou ils sentent que le président est encore plus populaire et que leurs chances sont réduites, c'est un peu facile, je trouve, d'accuser de fraude, de tenter de discréditer un scrutin qui n'a pas encore eu lieu. Moi, ce que je conseillerais à l'opposition, c'est d'aller sur le terrain, d'aller convaincre les Maliens et ainsi d'obtenir leur suffrage, et non pas de discréditer par avance un scrutin qui aura lieu dans plus d'une semaine. Voilà ce que j'ai à dire. Et le plus important est que les cartes qui nous permettront de voter ont été éditées sur la base d'un fichier consensuel, audité par les uns et les autres et accepté par l'opposition. Elle n'a donc pas d'argument pour dire que le scrutin sera entaché de fraude. Nous avons beaucoup de compatriotes ici en Côte d'Ivoire. Certains sont des Maliens, d'autres sont des binationaux, ivoiro-maliens. On estime qu'elle est entre 3 et 4 millions. Simplement, sur la base du fichier dont je parlais tantôt, il y a environ 300 000 électeurs en Côte d'Ivoire, qui se trouvent essentiellement à Abidjan, à Bouaké et dans d'autres régions du pays. Donc c'est assez important. C'est l'équivalent d'une région comme Tombouctou, d'une région comme Gao. Vous voyez l'importance de la Côte d'Ivoire et ce qui justifie notre présence ici aujourd'hui et le fait que nous ayons tenu 2 meetings à Bouaké et à Abidjan. La priorité pour la diaspora malienne, c'est qu'elle puisse revenir au pays et contribuer. Elle contribue déjà beaucoup, mais qu'elle puisse contribuer davantage au développement. Vous savez, les fonds qui sont envoyés au Mali par la diaspora sont plus importants que l'aide au développement. Ce sont des milliards, des dizaines de milliards de francs CFA qui sont envoyés. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de canaliser ces flux-là afin de les orienter vers des investissements productifs qui pourront créer du développement. Il y a aussi la question du foncier, encore une fois. C'est une difficulté que nous avons au Mali. Il est important que notre diaspora soit sécurisée à ce niveau-là et qu'elle puisse aussi avoir les mêmes droits que tout autre citoyen malien qui vit sur le territoire. Nous sommes confiants. Cette campagne va sur des chapeaux de roue. Il nous reste une semaine, 5 jours avant la fin de la campagne, avec un premier tour qui aura lieu le 29 juillet. Nous sommes confiants dans la victoire. Confiants, mais des questions restent, des questions demeurent, des questions sécuritaires. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut aisément dire que toutes les dispositions ont été prises? Alors, il est important de rappeler le contexte dans lequel le président a été élu en 2013. Le président est venu trouver un pays qui s'était effondré, avec une armée qui avait été mise en déroute, avec une cohésion nationale qui avait été largement entamée, avec des menaces sur l'intégrité territoriale, une rébellion armée, également une économie qui était en récession. Donc ce premier mandat était consacré à la refondation, au fait de rebâtir les fondations de la maison Mali. Cela passait par la signature d'un accord de paix. Aujourd'hui, il n'y a plus de combat entre l'armée et les groupes armés, il n'y a plus de combat fratricide entre les différents groupes armés. Aujourd'hui, il y a un combat commun contre le terrorisme. Pour ce qui est de la sécurité, le président a mis, comme on pourrait dire, le paquet sur l'armée afin de doter le Mali d'un outil de défense à la hauteur, en capacité de répondre aux menaces actuelles qui sont le terrorisme. Par exemple, l'armée malienne n'était dotée d'aucun avion lorsqu'il est arrivé. Aujourd'hui, elle dispose de 11 aéronefs, des avions de transport de troupes, mais également des avions de combat, des hélicoptères de combat. C'est déjà beaucoup.
Nous avons fait voter une loi d'orientation militaire qui permet aujourd'hui à l'armée de se projeter dans le temps et de pouvoir être équipée. Elle a en plus eu des formations qui ont permis de remettre à niveau nos soldats. Au niveau de l'économie, nous avons depuis 4 ans un taux de croissance moyen de 5,5%, ce qui n'est pas rien parce qu'à l'arrivée du président en 2013, le taux de croissance était négatif. Nous étions à moins 2%. Un taux de croissance, vous me direz, ça ne se mange pas, mais il est accompagné d'une croissance de la production agricole. Vous savez que notre pays est un pays dont l'économie est basée sur l'agriculture. Le Mali est redevenu le premier producteur de coton avec plus de 700 000 tonnes, ce qui permet aux cotonculteurs d'avoir davantage de moyens, d'augmenter leurs revenus et ainsi de pouvoir accéder à une vie normale. Les céréales, aujourd'hui le Mali produit 9,5 millions de tonnes de céréales. C'est devenu le grenier de l'Afrique de l'Ouest avec une autosuffisance alimentaire et la capacité d'exporter dans tous les pays de la sous-région. Ça aussi, c'est nouveau. Il y a eu des projets au niveau des routes, des infrastructures. Voilà, il demeure en effet quelques poches d'insécurité dans certaines parties du territoire, mais qui restent isolées. Mais je dirais le Mali n'est pas le seul dans ce cas-là. Vous regardez dans toute la région, dans le Sahel et au-delà, chacun subit malheureusement les attaques du terrorisme. C'est pourquoi le président a mis en place le G5 Sahel avec 4 autres pays de la sous-région afin de se doter d'une armée commune, d'une force, d'une coopération commune qui permet de traquer les terroristes et de pouvoir les neutraliser. C'est par la coopération sous-régionale qu'on pourra anéantir ce problème. L'armée malienne seule ne pourrait pas et c'est le cas d'aucune autre armée. Qu'est-ce que les jeunes, les femmes qui représentent une frange importante de la population malienne, qu'est-ce que ces personnes doivent attendre ou peuvent attendre du président Ibeka? Alors, elles doivent attendre beaucoup, mais je voudrais dire qu'elles ont eu beaucoup déjà. Vous savez, nous avons fait voter en 2015 une loi sur le genre qui a institué des quotas de 30% de femmes dans tous les postes électifs et nominatifs. C'est du jamais vu. Aujourd'hui, vous avez 30% de femmes dans les conseils communaux au Mali. Vous regardez le gouvernement et j'espère dans la prochaine Assemblée nationale, ce sera également le cas. C'est beaucoup. Beaucoup a été fait également pour l'autonomisation financière des femmes à travers un appui pour celles qui proposent des projets structurants qui leur permettent de vivre, de créer un commerce, de se développer, de devenir des entrepreneurs. Pour ce qui est des jeunes, nous avons l'ambition de créer un fonds emploi jeunes qui permettra à 3000 d'entre eux, avec un projet bancable, de pouvoir être dotés d'un financement qui leur permet de réaliser leurs rêves. Quand vous parlez de jeunesse, vous parlez forcément d'éducation également. Donc là aussi, beaucoup a été fait. Nous avons un campus qui est aujourd'hui le plus grand de toute l'Afrique de l'Ouest, le campus de Kabbalah, qui accueille plus de 3000 étudiants et qui est une nouveauté, une innovation spectaculaire pour le Mali. Le président a doté chaque étudiant bachelier malien d'un ordinateur. C'est du jamais vu. Donc je dirais que le bilan de ce premier mandat est positif. Aujourd'hui, l'objectif, c'est d'obtenir un second mandat pour aller plus loin. Nous avons rebâti les fondamentaux pendant le premier bilan. L'objectif du second mandat, c'est d'élever la Maison Mali, d'aller encore plus loin vers l'émergence. Donc les jeunes, les femmes et tous les Maliens sont en droit d'attendre plus de développement, plus de santé, plus d'éducation. Et c'est sur ça que nous allons travailler lors de la prochaine mandature.